invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Florent Martin nous accompagne, gérant Action Internationale thématique chez USES Gestion. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Et à nos côtés également Florian Yelpo, le responsable de la macro chez Lombard Odier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir Grégoire. Parlons du cas japonais, si vous le voulez bien, messieurs. Et c'est vrai que je n'ai jamais autant parlé du cas japonais que ces derniers mois et sur l'ensemble de ma carrière de journaliste, commentateur de marché. Florian, qu'est-ce qu'on peut dire du cas d'investissement Action Japon, dans un contexte où on a vu effectivement peut-être le début d'un retournement du yen qui avait tendance à s'affaiblir en continu et qui a peut-être marqué un top, au moins temporaire, vendredi à un peu plus de 159 sur la parité dollar-yen pour se retrouver à moins de 154 aujourd'hui, avec, Pauline le rappelait également en introduction, ces rumeurs d'intervention des autorités monétaires sur la devise japonaise. Est-ce que c'est une possible intervention sur le yen fragilise ou abîme le cas d'investissement action japonaise? Alors, si je devais résumer simplement notre perception du cas d'investissement action, je dirais simplement que le Japon a plus ou moins l'inflation cœur des États-Unis et une politique monétaire beaucoup plus accommodante que celle de la BCE. Et en plus de ça, on est en train de rajouter 3% de stimulus fiscal qui va cibler précisément la demande. Alors, autant ça peut être un cocktail explosif du côté obligataire, on en parlera probablement un petit peu après, autant du côté action, en fait, on est en train de réunir des conditions assez classiques, une expansion de multiples, c'est-à-dire des taux réels sur la partie courte encore qui sont encore négatifs, si on retient comme mesure de l'inflation, cette inflation cœur, donc l'inflation hors élément cyclique, ça, hein. Exactement, entre 2,9 et 3,1 selon les différentes mesures qu'on peut retenir. Donc, on a une zone à taux réel négatif, il ne faut pas l'oublier, même si la Banque centrale mène une politique qui est censée être restrictive, néanmoins, taux réel négatif. Et en plus de ça, on va saupoudrer par-dessus ça une petite relance de la demande pour accompagner le tout. Alors évidemment, les actions japonaises, notamment calculées en dollars, se portent plutôt bien depuis le début de l'année. C'est une évidence. Résistent plutôt bien, d'ailleurs même, dans ce contexte géopolitique un peu complexe. Le calcul auquel on s'est livré est tout simple, c'est de regarder la performance moyenne des actions en dollars, les actions régionales en dollars, sur les 15 derniers jours où on a eu des mouvements géopolitiques venant de la Maison-Blanche, c'est-à-dire depuis donc début 2025. Ouais. Et globalement, en dollars, les actions japonaises tirent très bien leur épingle du jeu. Elles arrivent premières, juste devant les actions européennes, bien évidemment. Donc, on est dans un espèce d'environnement où on pourrait en fait sous-estimer l'impact de ce stimulus à la fois monétaire et fiscal sur l'expansion de multiples, donc la progression des prix plus rapide que celle des earnings qu'on pourrait observer au Japon. Est-ce que le fait qu'il y ait quand même un sujet, c'est l'autre facette du Takaichi Trade sur les marchés obligataires et sur la devise japonaise, comment on gère ce risque sur les actions? Ça oblige à cibler, concentrer son attention sur quelques secteurs spécifiques. Comment on s'expose au marché actions japonais avec le risque obligataire et le risque de devise? Alors, on a vu pas mal de gens se tourner vers des solutions hedgées, des solutions couvertes en risque de change pour des expositions passives aux actions japonaises. Nous, ça fait plusieurs semaines qu'on est en train de se dire c'est probablement une bonne idée plutôt de conserver justement cette exposition au risque de change pour avoir un double effet qui se coule. C'est-à-dire si on observe une détérioration fondamentale de la situation globale parce qu'on a mal mesuré les risques géopolitiques. C'est pas notre scénario de base, mais le yen pourrait défendre comme le franc suisse pourrait défendre dans ce genre de cas-là. Dans ce qu'on anticipe plutôt, ce serait une forme de stabilisation du yen, parce que les interventions sont rarement un signe d'un fort renchérissement de la monnaie. C'est plutôt un signe qu'il y a un problème avec la monnaie, mais qu'on va tenter d'apporter une solution en limitant. Mettre un plancher, quoi. Mettre un plancher, on l'a bien connu en Suisse dans l'autre sens, évidemment. Et ce qui crée cet environnement on a une espèce d'option gratuite côté monnaie. En tout cas, c'est un petit peu comme ça qu'on le voit, si les choses dérapent. Et en plus de ça, on va essayer de capturer cet environnement reflationniste qui, on l'a bien appris depuis 2020, ces phénomènes de reflation, ils peuvent coûter au taux, 2022, mais généralement, les actions connaissent un rebond bien plus puissant dans le sillage une forme de détente. La Bank of Japan, vendredi dernier, elle nous a dit qu'elle était quand même prête à intervenir en cas de dérapage sur la partie fiscale. On n'est pas en Grande-Bretagne, on n'a pas du tout le même système de pension fund, donc de caisse de retraite, et globalement, on n'a pas du tout la même situation en termes d'inflation qu'avait la Grande-Bretagne à l'époque. Alors, je suis sûr qu'on pourra débattre de ce point-là, mais voilà, on voit en tout cas des risques de queue beaucoup plus faibles. Takaichi n'est pas encore trust.
C'est exactement ce que j'essaie de dire. Pas encore Liz Truss. Intéressant votre point sur l'intervention, qui pourrait être d'ailleurs une intervention coordonnée avec le Trésor américain. En tout cas, les discussions ont lieu officiellement entre la partie américaine et la partie japonaise sur le sujet de la devise. Vous dites le but n'est pas forcément de renchérir le yen, mais plutôt d'éviter que le marché rentre dans un one-way trade qui pourrait amener la devise japonaise à des niveaux que personne n'aurait envie de voir, y compris au Japon peut-être. Y compris à la Maison-Blanche. Y compris, et surtout, et avant tout à la Maison-Blanche. Je pense que le point, c'est toujours ce grand fantasme de l'accord à la Mar-a-Lago où on pourrait se retrouver dans une situation où enfin on verrait une appréciation franche du yen, ou plutôt une détérioration franche du dollar. Ce serait l'un des objectifs, en tout cas implicites, à la Maison-Blanche. Donc on est dans un espèce d'environnement à la fois institutionnel et cyclique qui nous semble plutôt opportun à un moment où justement on doit chercher de la diversification face aux risques géopolitiques que les États-Unis sont en train de poser au monde de l'investissement. Avec l'idée que, à ce stade, ne pas être couvert du risque de change est peut-être une bonne idée sur les actions japonaises. Absolument. Est-ce que les choses au Japon restent maîtrisées, contrôlées sur toutes les facettes du Takaichi Trade? Alors les actions très bien, mais sur la partie devise et sur la partie obligataire, qui a connu alors des mouvements spectaculaires sur la séance du 20 janvier, si je ne dis pas de bêtises, mardi dernier, Christian. Mais là aussi, je donne une perspective qu'on a apportée après dans l'émission avec un de nos intervenants. C'est que sur cette séance de mardi, où on voit du 30 ans, 40 ans japonais qui s'écarte de 30 points de base, c'est à peine quelques centaines de millions d'euros, ramenés en euros, d'échanges sur ces parties de courbe obligataire, qui restent des marchés encore largement désertés. Très illiquide, parce que justement, c'est la Banque centrale qui fait tout le marché. Hein, et vous savez qu'ils ont tué les courtiers monétaires, hein, parce qu'ils ont remplacé clairement une partie des intervenants par leurs achats. La Banque centrale a acheté plus que les émissions du Trésor, il n'y a pas encore si longtemps. Et donc, ça a tué le marché quand même, hein, faut le reconnaître. Alors, juste, pour moi, il y a un gros problème de fond pour la Banque centrale. En gros, il y a 3 objectifs. Et on ne peut pas mener à bien de front ces 3 objectifs. Premier objectif, c'est normaliser la politique monétaire. Ça voudrait dire que les taux courts doivent revenir plus ou moins neutres sur l'activité. Donc, il faut remonter les taux courts japonais et on va poursuivre dans cette remontée. Et c'est un objectif de moyen terme. Il nous l'a encore répété vendredi. Donc, c'est l'objectif de la BOJ. Deuxième objectif, faire du tapering, hein, c'est-à-dire réduire progressivement les achats des titres obligataires et donc laisser le marché se rééquilibrer, revivre par l'offre et la demande, et donc laisser les taux longs s'ajuster. Seul problème, c'est que ce tapering, à un moment donné, ça veut dire que vous maîtrisez plus les taux longs et ils peuvent surréagir. Si vous avez la première ministre qui veut faire un plan de relance massif avec des emprunts et que vous n'êtes plus là pour garantir ces emprunts, vous pouvez avoir une réaction des taux longs qui est beaucoup trop violente et qui tue votre économie. Donc, c'est là où ils sont un peu bancals. Et c'est là qu'il a commencé un peu à louvoyer vendredi en disant on continue le tapering, mais en cas de mouvement trop extrême, on interviendra. Je vous le dis à ma façon, mais c'est un peu le message qui nous a été envoyé. Alors il l'a dit en japonais en plus, je pense que ça va être encore plus incompréhensible que je viens de le dire. Donc en gros, substance, c'est le message. En message, c'est n'allez pas trop vite, mais il faut laisser les taux longs remonter, parce que sinon ça sert à rien. Ça sert à rien de normaliser la politique monétaire sur le court terme et puis maintenir des taux réels à long terme complètement déséquilibrés. Donc il faut que le marché reprenne la main sur le marché obligataire et ça c'est compliqué. Donc il faut continuer à réduire les achats progressivement. Et puis dernière chose, et ça c'est quelque chose qui rejoint aussi bien le gouvernement que la Banque centrale du Japon, il faut arrêter que le yen se déprécie. Il faudrait même que le yen se stabilise, idéalement. Alors, ils ne veulent pas une appréciation parce que c'est pas bon pour les exportateurs japonais et on a quand même besoin d'exporter. Bon, ça, c'est Trump qui voudrait peut-être une appréciation, mais pas du côté japonais. Mais par contre, une dépréciation très agressive du yen, ça leur pose problème parce qu'ils importent de l'inflation et politiquement, ça devient très, très instable vis-à-vis de la population japonaise qui n'apprécie pas cette inflation, comme on a pu connaître. Hein. Et ça contredit aussi toute l'idée de reflatter l'économie, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'une inflation importée. Si on veut un peu plus d'inflation au Japon, ça serait lié à une boucle prix-salaire normalisée, pas trop forte, pas trop faible, mais qui est liée au fonctionnement de l'économie, pas une inflation parce qu'on a laissé filer le change et qui vous déstabilise l'économie. Donc, vous voyez, 3 objectifs. Trois objectifs qui sont compliqués parce que la BOJ a qu'une arme, les taux d'intérêt, le tapering, le réglage.
qui serait amené à lâcher le premier pour permettre justement à ces objectifs de se réconcilier? Est-ce que c'est la Banque du Japon, qui a toujours été très prudente, très conservatrice, qui a passé des années ou des décennies à ne rien faire, si ce n'est continuer d'acheter toujours plus, j'entends, Christian. Est-ce qu'elle peut vraiment à un moment, taper du poing sur la table parce que le marché obligataire demande une normalisation aussi des taux? Elle peut pas taper sur la table parce qu'il y a un État. Et de l'autre côté, c'est un État qui vient d'arriver. Elle arrive avec un programme, une volonté de relance, etc. Alors, et elle ne va pas s'arrêter là tout de suite, j'imagine. Surtout si les prochaines élections lui donnent une légitimité plus large encore, plus populaire encore que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Oui, mais il faut bien comprendre, c'est que la politique budgétaire, c'est pas de son ressort. C'est pas dans ses objectifs. Elle n'a pas son mot à dire. C'est la Banque du Japon. La Banque du Japon. Hein, je parle pour la Banque du Japon. Mais elle a un gros problème, c'est que implicitement, même si c'est pas inscrit comme ça, mais elle garantit la solvabilité de l'État japonais. Et implicitement, quand vous avez un État qui est aussi endetté aujourd'hui que ça, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, je me moque des taux longs, moi je suis là pour régler ma politique monétaire comme l'a pu le faire la BCE ou dans la Banque centrale quand il y avait de l'inflation. Elle pouvait dire ça parce que ils savaient que derrière les États allaient absorber le choc. Là, ils savent très très bien que si on revient à des taux réels positif au Japon, si on vient avec des taux 3-4 quand vous êtes endetté à 230% du PIB, vous allez dans le mur pour l'État japonais, c'est clair. Et ils savent très bien que s'ils arrêtent de faire complètement leurs achats brutalement, le marché va pas se rééquilibrer comme ça, on va avoir une explosion des taux. Donc ils sont coincés parce qu'ils ont maintenu trop longtemps une politique accommodante, et ils ont permis trop longtemps à l'État japonais de s'endetter, et donc maintenant, c'est un peu le piège qui est en train de se refermer sur la BCE aussi en Europe, faut pas se leurrer, c'est un peu le même piège qui est en train de se refermer, mais en tout cas au Japon c'est complètement bloqué. Donc je pense qu'on va être dans une histoire de tâtonnement à la japonaise, c'est-à-dire que chacun va devoir faire un pas vers l'autre entre guillemets, la politique budgétaire, la politique monétaire, pas trop s'écarter quoi. Si on voit que les taux réagissent pas trop, je te laisse faire ton plan de relance, mais si ça va trop loin, je remonterai un peu mes taux et on va essayer de freiner, mais ça rend très inconfortable les choses. Et puis après, sur le change, c'est vrai que ça la dégagerait un peu la BOJ. S'il y avait une intervention conjointe et coordonnée États-Unis-Japon, je pense que ça les arrangerait aussi les Japonais, parce que ça voudrait dire que sur les marchés, on pourrait fixer une sorte de seuil. Alors ça a été très bien dit avec le cas de la Suisse, c'était ça le cas de la Suisse. On met un seuil psychologique et n'essayez pas de m'attaquer. Donc ça lui enlèverait une contrainte sur les trois que je viens de dire, parce qu'on ne peut pas gérer les trois en même temps. Donc s'il y avait un accord États-Unis-Japon avec intervention illimitée, ça casse complètement la contrainte. Que le taux de change soit réaliste ou pas, on s'en moque. Par contre, c'est important, et ce qui vient d'être dit, c'est qu'à ce moment-là, le change n'est plus une problématique pour les investisseurs qui veulent aller sur le Nikkei. Vous rejouez le Nikkei, parce que jusqu'à présent, c'était un truc assez pernicieux. Ce que vous gagnez quand le Nikkei monte, vous le perdiez avec le change. Donc ça voudrait dire qu'on peut enfin jouer le Nikkei plus fondamentalement et sans avoir à se couvrir sur l'échange. Ça serait plutôt une bonne nouvelle. Dans une logique de gérant action internationale thématique, Florent, chez Usage Gestion, qu'est-ce qui vous intéresse ou non d'ailleurs dans ce marché japonais? Alors, je rappelle, dans les années 90, le Japon était le premier marché du monde, etc. Et puis ensuite, l'histoire qu'on connaît. Mais c'est vrai que l'intérêt revient et on sent quand même que le Japon est peut-être amené à reprendre un peu de hauteur dans les allocations globales aujourd'hui. Ouais, exactement. Et puis voilà, je m'appuie sur exactement ce que vient de dire Christian, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes investisseur, si la devise finit par se stabiliser, voilà, vous n'êtes plus embêté par tous ces éléments exogènes qui vous polluent votre investissement. Vous êtes plus concentré sur les fondamentaux des entreprises. Et effectivement, après, voilà, je trouve qu'il y a peut-être un peu de surinterprétation sur tout ce qui se passe. Des interventions coordonnées US-Japon, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire, et chaque fois c'est dans des conditions assez exceptionnelles. C'est Fukushima, c'est la crise des banques japonaises en 98. Donc bon, après voilà, moi je vois deux raisons pour lesquelles ils voudraient faire une intervention coordonnée. La première, c'est que c'est vrai que quand il y a intervention coordonnée, là il y a un véritable impact. Que quand la BOJ fait cavalier seul, c'est vrai que parfois ça a été un peu des coups d'épée dans l'eau. Et aussi... probablement, là, je vous renvoie à ce qu'a dit Davos Bessent la semaine dernière à Davos. C'est probablement qu'il y a aussi une crainte que ces interventions soient financées peut-être par de la vente de treasuries dans le contexte actuel, qui serait pas une très bonne pub, avec tout ce qui se passe. Mais effectivement, pour revenir au cas des actions japonaises, moi, c'est vrai que j'étais pas trop investi dessus parce que je craignais tous ces éléments exogènes.
si ça vient se stabiliser, qu'on n'a plus tous ces éléments exogènes qui polluent l'investissement vraiment et qu'on achète des boîtes pour l'avenir des boîtes et pas que pour de la macro ou des choses comme ça, il y a des cas d'investissement qui sont très intéressants. La tech japonaise est très intéressante. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas? Il y a dans les semi-conducteurs, il y a beaucoup de choses très intéressantes. La robotique est extrêmement intéressante avec un marché final chinois. Chez beaucoup d'entreprises japonaises, dans ce domaine-là, les Chinois sont en train d'avancer à vitesse grand V. La pharma m'intéresse également. Il y a beaucoup de pépites dans la pharma japonaise. Donc oui, voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une petite exagération de court terme, que le marché panique un petit peu sur les actions japonaises, et ça sera un très bon point d'entrée. Et comme disait Florian, effectivement, si on peut avoir le double effet qui se coule, devise plus marché action, voilà, c'est magnifique. Donc, moi là, je me pose très sérieusement la question. D'autant qu'on raconte ici, et depuis quelques années maintenant, un véritable changement structurel des entreprises japonaises, avec une attention beaucoup plus marquée à l'allocation du capital, au retour des entreprises qui ont accumulé tellement de cash, encore une fois, hein, pendant des cycles entiers, que même il faut que certains activistes viennent aller les chercher, les piquer un peu, pour que ce cash soit peut-être mieux alloué. Et là, il y a un travail de profondeur qui est en train d'être fait par ces grandes entreprises japonaises. Ça a bien commencé déjà. Hein. Il y a des choses dans le retour à l'actionnaire, on en parle beaucoup, hein, ça commence, les rachats d'actions qui ne se faisaient pas du tout au Japon, ça n'existe pas, on commence à en parler très sérieusement, les dividendes, enfin voilà. Donc oui, ça fait partie des cases qui sont cochées et qui sont très intéressantes. Un mot dans ce contexte, et puis on reviendra aux entreprises avec vous, Florent, mais Florian, un mot dans ce contexte. Alors là, on décrit le cas japonais, effectivement, de cette envolée des placements refuges. Alors, c'est essentiellement les métaux aujourd'hui, le franc suisse toujours, le yen, on verra demain si le yen redevient une monnaie refuge en cas de tension. Qu'est-ce qui explique encore à ce stade l'envolée qu'on a sur l'or, mais sur l'argent qui prend encore 10% là en une séance aujourd'hui? Une question fascinante. Oui. Juste pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit, et après un mot sur les métaux précieux. Je pense qu'il y a un élément qui revient souvent, je pense, dans notre façon de penser l'investissement, c'est un renchérissement de la monnaie peut être coûteux à l'économie. Et je pense que l'histoire de ces 15 dernières années a montré que les zones où la monnaie se renchérit sont généralement également sont des zones où les actions progressent très vite, parce qu'on a un double effet. Le premier effet, c'est ça s'améliore du côté de la gouvernance, du côté des secteurs qui sont promus dans ces indices-là. Ça attire des capitaux. Ces capitaux génèrent une appréciation du change. Et ce change est une injonction à gagner en productivité pour continuer à faire face aux pressions globales. Et c'est l'histoire de la Suisse. C'est l'histoire de la Suisse. Mais pas que. Souvenez-vous, l'Europe en 2005, 2006, 2007, cette époque dorée où on avait un change fort et où on avait des gains de productivité, on avait une croissance forte également. C'est un peu aussi ce cas-là qu'on pourrait voir justement au Japon. On vient revisiter les valorisations, ça attire du capital, le change se renchérit, exigence de productivité, et c'est une bonne force des inflationnistes aussi qui viendraient donner un petit coup de main à la fois à l'appréciation du change, mais la productivité. Et je pense que c'est une histoire un petit peu... C'est une histoire importante aujourd'hui, la productivité. Il ne faut pas la négliger dans un monde où la démographie commence à ralentir fortement. Cette productivité, c'est probablement la clé, l'une des clés de l'investissement. Anyway. Et le Japon, non, mais si. Et le Japon est est une vigie avancée justement de ce point de vue-là, du fait d'une démographie qui a déjà beaucoup plus vieilli que nous, et de ce besoin impérieux de productivité aujourd'hui. Alors, je vous enjoins à aller regarder le World Economic Outlook du FMI et à comparer progression des profits zone par zone et démographie, investissement, productivité. Vous trouverez une corrélation négative entre l'évolution de la démographie et l'évolution des profits. Les zones qui aujourd'hui connaissent une certaine ampleur démographique ne sont pas les zones où les profits progressent le plus vite. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes de moins en moins nombreux, vous devez faire autant avec moins. Et ça s'appelle la productivité. Ça, c'est un phénomène qui est assez fascinant et qui peut potentiellement galvaniser la progression des indices. Sur les précieux. Sur les précieux, très rapidement. Je vais vous donner ma lecture d'économiste très simple. Alors,
à long terme, ce qui peut faire, en tout cas, il y a une forme d'agreement dans la littérature académique. On peut imaginer un des seuls points de référence pour valoriser l'or, c'est le niveau des prix américains. L'or, c'est la monnaie dans une zone où il n'y a pas d'inflation et elle se vend contre le dollar, qui est une zone où il y a de l'inflation. Naturellement, la monnaie, l'or doit s'apprécier, puis c'est une monnaie où il n'y a pas d'un pays où il n'y a pas d'inflation. Ouais, je comprends. Quand on utilise ça comme métrique pour juger du prix de l'or, aujourd'hui, l'or est 200% surévalué. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors, pas tant que ça l'a été en octobre 1980. Alors, pour d'autres raisons complètement, en octobre 1980, ça reflétait simplement le fait que, on était aux portes d'une double récession, Volcker, des taux d'intérêt très élevés, qui luttaient très fort contre la dynamique économique et du coup, l'or valeur refuge dans ce moment-là, on était, je crois, à $50. $50, c'est 200% de surévaluation. Oui. Bon, À l'époque. à l'époque, voilà. Oui. Donc ça n'est pas très grave. Simplement, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce modus operandi. On n'est pas confronté à un énorme choc d'inflation. On n'est pas confronté à des taux d'intérêt très, très, très offensifs qui sont aux portes de nous créer une récession. C'est du risque géopolitique amplifié par, en tout cas c'est notre interprétation, par un environnement de véhicules d'investissement qui permet aux investisseurs privés de spéculer. L'or c'est un actif spéculatif. Alors, on a quand même rarement vu, enfin en tout cas on a vu qu'une seule fois... La spéculation quand même est à considérer. Elle est à considérer, c'est très difficile de les C'est pas que contre. des investissements stratégiques, c'est pas qu'un cas d'investissement stratégique pour tout le monde. Un investissement stratégique, c'est un investissement dans un actif qui ramène des revenus, et ça n'est pas le cas de l'or, et ça ne le sera jamais. Simplement, l'offre est inélastique, la demande est en train d'être infinie, et ça crée une accélération parabolique des prix. Simplement, il faut penser qu'on l'a déjà vu dans le passé, et ça ne se finit pas nécessairement dans un bain de sang. Et ça, c'est un élément à garder en tête, parce que l'or progresse par plateau. On l'a tous vu. Il n'y a pas de bulle, au sens où il n'y a pas de crack de l'or. Il y a des cracks, il y a des cracks qui sont très limités, 15%. Quand on a besoin de liquider, quoi. C'est pas extraordinaire. Et l'or à long terme, c'est 4% de performance depuis la nuit des temps. Bon. Un mot là-dessus, on en parle Oui, régulièrement. l'or pour moi, oui. Alors l'or, c'est aussi une nouvelle thématique. C'est plus la thématique inflation. Je pense que l'or, c'est l'actif de diversification contre le risque dollar. Exact. Tout simplement. Bon, okay. Et Trump, il contribue pour beaucoup à la montée de l'or parce que je pense que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui sont en train de se dire, c'est pas dire que je vais vendre tous mes trésoreries du jour au lendemain, mais on a quand même un président américain qui s'est fâché avec les Japonais, les Chinois qui finançaient sa dette. Le Japon va peut-être avoir beaucoup moins d'appétit pour la dette américaine. Et il veut se fâcher avec les Européens parce qu'en gros, il nous dit financez mon déficit public où je vais augmenter de 30% mes dépenses militaires, mais ça sera pour vous taper dessus et pas pour vous protéger. Donc c'est vrai que quelque part, les Européens, ils sont en train de se dire est-ce qu'on peut faire confiance encore aux États-Unis quand on met notre épargne. Donc je vous dis pas que l'Allemagne veut rapatrier son or. Mais oui, mais je vous dis pas, je suis pas en train de dire que bien sûr tous les gérants obligataires européens. Pourquoi les cryptos suivent pas le même chemin là? Non, les cryptos déjà, tout le monde peut pas investir en crypto. Encore dans beaucoup de fonds. Et puis, je pense que l'idée, c'est pas... Il y a plein de fonds dans lesquels on ne peut pas mettre d'or non plus. Il y a une thématique. Alors, il y a une thématique qui est en train d'arriver. C'est une double thématique. D'une part, on est en train de raccourcir la duration sur les portefeuilles obligataires. Parce que de plus en plus, l'épargne et les baby-boomers vont partir à la retraite. Ils n'ont pas besoin d'investir maintenant à 50 ans ou à 30 ans. Donc, il y a une baisse de la duration et on va prendre de moins en moins de risques sur l'obligataire. Il y a toute une thématique de surendettement des États. Alors, on a beau dire, c'est pas pour tout de suite, c'est pas de défaut. Mais lisez le FMI, l'OCDE, ils nous rappellent à chaque fois des États surendettés. Encore hier, on a eu le FMI qui a encore communiqué là-dessus. Donc, c'est le principal risque. Donc, ça n'incite pas à prêter à 30 ans. Moi, j'ai confiance dans la France à 10 ans, mais est-ce qu'à 30 ans, donc, du coup, tout le monde est en train de réduire ça. Donc, ça, c'est le premier mouvement. Et on a ce risque dollar. Et donc, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je mets zéro en dollars. C'est clair, c'est pas ça. Mais c'est de dire que j'avais pas du tout d'or dans mon portefeuille. Je comprends. J'en mets 3%. C'est un rééquilibrage. Bon, rien que ça fait un mouvement. Plus les banques centrales qui, elles, ont une vraie défiance. Et le mouvement, il est déjà consommé un peu, beaucoup. Voilà, ça et le mouvement, il en est où? Il est déjà, la réallocation, elle est déjà faite un peu, beaucoup, en partie, non, pas fini. Il n'est pas fini tant que Trump fait autant d'incertitudes. Qu'on se dit que les États-Unis ont
très faible probabilité, mais regardez les derniers bruits de marché. Trump n'organiserait pas les midterms. Trump, il va y avoir des conflits au sein des États, entre les États républicains et démocrates. Bon, guerre civile, vous savez, le mot qui était le plus tapé la on dernière peut écrire sur Google. l'histoire. Donc, je on vous dis peut pas écrire du tout, la attention, pire des histoires je ne sur la suis base pas- de ce qu'on a voilà, aujourd'hui. Je ne vais pas faire la fake news, je ne vais pas mais- vous dire ça, mais, Non, mais- ça crée aujourd'hui, même si c'est un petit scénario qui est improbable, qui a 1% de chance de réaliser, vous vous dites, est-ce que ça vaut pas le coup Le d'avoir nombre de 2-3%? choses improbables qu'on a vu se réaliser au cours des Est-ce que ça vaut dernières pas le années. coup d'avoir 2-3% d'or en Sûr. diversification pour un peu modérer mon portefeuille? Donc pour moi, c'est pas fini. Et si tous les gérants du monde entier commencent à mettre 3-4% d'or, vous allez voir que l'or là, va encore beaucoup monter. Bon, parlons de la matière première qui sont les entreprises. Non, vous voulez réagir là-dessus, Non, Florent? c'est Je juste voulais que- qu'on parle des boîtes avec oui, vous. Hein. J'arrive, mais c'est juste, non, mais tous les sujets m'intéressent. Et c'est vrai que l'or, en fait, moi, je vais juste mettre ma casquette de comportementaliste, c'est-à-dire que je pense qu'on est sur la dernière vague de hausse. Ah oui. Oui, Quand parce même. que c'est bien, non, mais c'est bien découpé. Et comme l'année dernière, je vous ai parlé des vagues de baisse, j'étais venu 3 jours avant le flip-flop de Trump, le premier gros taco de Trump. Sur Liberation Day, c'était voilà. D'accord. Et alors ces dernières vagues, elles sont difficiles parce qu'on ne connaît pas leur profondeur et leur temporalité. Donc ça peut monter beaucoup. Après, ce que je pense, c'est que dans ces dernières vagues, il y a beaucoup de volatilité. Donc si vous allez sur l'or pour atténuer la volatilité de votre portefeuille, je suis pas certain que ce soit le bon moment. À mon avis, la phase tranquille où ça va monter, s'envole, etc., elle est un peu où on derrière pouvait nous. dormir dessus. Ouais, je pense. Très intéressant. Il y a beaucoup de spéculation là, il y a beaucoup de spéculateurs qui sont en train de rentrer. J'ai l'impression quand même, oui. Les entreprises. Les entreprises, oui. Pourquoi cette saison de résultats? Alors, toutes les saisons de résultats sont importantes, mais celle-là, avec des marchés au plus haut, où tout est relativement cher, hein, que ce soit sur le crédit, sur les equity. Alors, une cherté qui est parfois très concentrée, bien sûr, Florent, mais pourquoi cette raison va être intéressante? Qu'est-ce qui va vous intéresser dans cette saison en général? Et puis, on peut se focaliser, en l'occurrence, sur la tech, par exemple, qui va être un des grands marqueurs de cette semaine. Justement, je regardais ce matin que les niveaux de valorisation des grandes tech en termes de PEG, elles ont quand même pas mal d'irrité, hein. Notamment en relatif. Depuis le T2, T3, c'est des entreprises qui font pas grand-chose en termes de perf. Même Microsoft, par exemple, a perdu 20% par rapport à ses plus hauts. Donc on peut plus dire que c'est extrêmement cher, en tout cas cette cohorte-là. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'était TSMC dans la tech. Ce chiffre est d'autant plus énorme en termes de CAPEX qu'il faut connaître un petit peu la psychologie des Taïwanais. Donc 56 milliards, c'est ça? 56 milliards, c'est la fourchette haute. Je crois que c'est entre 52 et 56. Les Taïwanais sont des gens très humbles. Il faut savoir que chez TSMC, ils ont été extrêmement marqués en 2009 par un surinvestissement qu'ils ont fait à un moment donné. On sortait de la crise des subprimes et il y a l'ancien fondateur qui est revenu aux manettes de TSMC et qui a dit « Moi, je sens qu'il va y avoir un super cycle sur les smartphones ». Il a eu raison, mais il s'est passé 2-3 ans où ça n'a pas délivré et donc il y a eu des surcapacités très fortes. Et donc, le management de TSMC est très traumatisé par cet épisode-là. Et donc, est très conservateur. Très conservateur. Ah ouais. Et donc, si ce chiffre est aussi élevé et a autant surpris le marché, ça veut dire qu'ils sont très confiants sur ce qui va se passer dans le futur. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé. Donc il y a la publication d'ASML mercredi. Alors le titre a pas mal monté. Il peut y avoir des petites prises de bénéfices, mais voilà, les capex de TSMC qui sont très forts, c'est très positif pour toutes les semi-cap. C'est très intéressant. C'est important ce que vous dites là sur la partie CAPEX semi-conducteur, parce qu'on est dans une économie de CAPEX aujourd'hui, en tout cas dans un cycle de CAPEX. La croissance vient des CAPEX. Il y a un changement de nature de la croissance qui se reflète évidemment dans les entreprises, mais qui est aussi le fuel principal de la hausse des marchés aujourd'hui. Et de la santé de l'économie américaine aussi, qui est vraiment en cas. Donc tout ce qui touche... de près ou de loin au data center, à la défense, ça se passe très bien. Le reste, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu dans les résultats, par exemple, la semaine dernière. Déjà, vous avez des réactions. Sur tout ce qui touche au data center, ça se passe plutôt bien. Le reste, c'est un peu plus compliqué. Et je l'explique aussi par le fait que sur tout ce qui est cyclique, hors de l'écosystème data center, on attend des chiffres
très élevé parce que le ratio cyclique défensive, Ah oui. ça s'est beaucoup Bien sûr. écarté. Bien sûr. Donc le marché attend une accélération cyclique et il y a eu des réactions un peu mitigées sur Ouais. des 3M, des Fastenal, des choses comme ça. Mais c'est un sell the news, c'est-à-dire que le marché s'est Je pense que positionné avec je des pense attentes que très fortes sur les non, je cycliques, pense il y a un que- risque de vendre les nouvelles de ce point Il de y a vue-là. ça, il y a aussi le fait que les performances soient pas autant au rendez-vous qu'espéré. Ah. Voilà, je pense qu'il y a ça. Après, voilà, il y a les GAFAM qui vont commencer à publier. Là, je peux pas faire de généralité. On les attend toutes sur des points différents. Là, il y a Microsoft mercredi. Ils sont attendus sur Azure, ils sont attendus sur Maya 200, donc leur puce in-house qu'ils vont développer. Il y a Meta qui est très attendu Ouais. sur les CAPEX et sur les ouais. OPEX. Il faut clarifier un peu la Il stratégie. faut que là. Zuckerberg se calme un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'attend le marché, parce Ouais. qu'à la dernière publication, il a inquiété vraiment tout le monde. Et on a Apple qui est très attendu sur Siri, sur l'impact des prix de la mémoire. Voilà, Siri, c'est très intéressant parce que le pacte avec Gemini est scellé. Donc voilà, je peux pas faire de grandes généralités. Non, mais Chaque GAFAM, chaque publication de chaque GAFAM est très importante, mais ils sont tous attendus sur des choses différentes. et en dehors de la tech et du cyclique qui a marché, justement, qu'est-ce qu'on va attendre de toute cette dimension défensive, quality, qui a sous-performé comme jamais, peut-être, au cours de l'année 2025. Alors, une LVMH, peut-être, fait partie de cet univers-là. Ouais. Est-ce qu'il y a au moins une fenêtre de tir un peu tactique pour profiter de l'idée d'un rattrapage de ce style ou de ces secteurs? C'est Je vais te faire luxury, la c'est même réponse. food, santé aussi, peut-être, Ouais, dans cet je vais te écosystème-là. faire la même réponse, Ouais, c'est que ça chacun va dépend. être très différent. Voilà, sur le luxe, bon, on a eu des petites choses avec Richemont, Burberry, Brunello Cucinelli Ouais. aussi qui ont publié. Bon, à chaque fois, c'est des choses spécifiques, mais bon, les titres, ils ont un petit peu progressé, ils ont tout perdu. Richemont est très impacté par les cours de l'or, Bah, bien notamment. sûr, Hein. bien sûr. Voilà, Burberry, une recovery Je qui. crois que j'ai jamais entendu ça de ma vie. Enfin, qu'un joaillier, enfin, Ouais. le pricing power de Van Cleef ou Cartier, se dire que quand Ouais, mais ça a même la tellement hausse de monté. l'or va peser sur les marques. Non, mais ça montre bien, C'est fou. l'ampleur du mouvement qu'il y a eu sur cette matière première, évidemment, pour un donc, joaillier. donc voilà, sur le luxe, il faut avoir en tête que le luxe est plus cher aujourd'hui que pré-Covid. Oui, oui. Donc, malgré des cours qui ont pas mal d'irrité, la croissance a tellement ralenti que voilà. Donc, je serais pas particulièrement optimiste. On verra, hein, LVMH. Sur la santé, par contre, c'est une thématique qui est très spécifique. Hein. Il y a beaucoup de problèmes réglementaires sur les tarifs, sur le prix des médicaments qui sont derrière nous, avec tous ces deals qui ont été passés avec l'administration Trump. On peut enfin se concentrer sur les vrais fondamentaux des boîtes. Et il y a des choses passionnantes qui se passent. Donc, Est-ce que c'est un secteur qui va intégrer une prime IA, secteur de la santé? moi, je pense que à chaque fois que je viens ici, je te le dis. C'est une conviction. Oui, c'est une Ouais. conviction très très forte. Notamment, alors tout le processus. Mais ça se voit dans certaines boîtes spécifiques Ouais, bien déjà. sûr. Il y a déjà une prime IA qui se matérialise un peu. Oui, dans certains domaines très spécifiques, les diagnostics, il y a quelque chose. Par contre, sur Big Pharma, ça met plus de temps à se matérialiser, mais tout le processus de production va être optimisé. On va avoir des budgets de recherche et développement qui vont peut-être baisser un petit peu avec un output qui va rester ISO. Donc, il y a des profils de marge bénéficiaires. Et donc, on peut imaginer des changements de statut boursier Ouais, presque je dans pense. ce secteur. Ouais, très clairement sur de la Big Pharma, très défensive, intéressant. etc. Et je pense qu'il va y avoir un re-rating très important par rapport à ces gains de productivité, notamment grâce à l'IA. De toute façon, Bon, si Christian. l'IA fonctionne et s'il y a une diffusion, ça se verra beaucoup dans les médias, la pharma et télécom. Hein, c'est les secteurs Et la banque qui sont... Alors la banque, oui, Pas on en beaucoup de parle. données, beaucoup de processus Oui, automatisés. on en parle aussi beaucoup dans la banque, mais là où ça peut avoir le plus gros effet de levier, à mon avis, c'est dans la R&D de la pharma, ça peut être très très Donc là important. aussi, vous croyez au changement de statut, Oui. un re-rating un peu Ou structurel. alors je ne crois pas à l'IA, quoi. C'est toujours pareil. Ouais, je comprends. Si vous croyez à l'IA, il faut jouer les secteurs où il y a la plus grosse sensibilité. Et aujourd'hui, la pharmacie en fait largement partie, notamment dans la R&D, surtout la R&D que ça va exploser parce que ça réduit le temps des tests. Vous pouvez faire enfin, c'est déjà le cas, hein, mais c'est un accélérateur par rapport à un malade virtuel où on peut tester et on peut aller beaucoup plus vite. Donc oui, je pense que c'est le secteur qu'il faut jouer si vous croyez dans l'IA. D'un point de vue macro, qu'est-ce que ces résultats du passé apportent à la dynamique des marchés
Un double message. Le premier message, c'est, on l'a vite oublié maintenant, mais au Q3, Q4, on s'interrogeait sur le dynamisme de l'économie américaine. On avait besoin de valider justement le fait que, oui, on n'était pas au bord de la récession, parce qu'on a ressorti les canaries dans les mines, De la mine. en mentionnant à quel point le marché de l'emploi aux États-Unis se détériorait et qu'on était aux portes d'un grand ralentissement. Bon, on va regarder les résultats, notamment des plus cycliques et des industriels, pour se faire un petit peu une idée de ce qui se passe concrètement. So far, so good. Dans l'ensemble, on a plutôt une bonne dynamique. Enfin, en tout cas, dans les premiers résultats qu'on a pu voir de ce côté-là, les guidances sont pas forcément exceptionnelles. Le marché punit assez vite, d'ailleurs, Oui. ces moments-là. L'autre histoire à valider, c'est l'IA. Je peux redire tout ce qui a été dit, mais d'un point de vue macro, on a envie de voir justement à quel stade de l'histoire on en est. Et si on regarde les performances depuis le début de l'année, en tout cas, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais on voit plutôt justement l'amont de l'IA continuer à fonctionner très très bien et l'aval beaucoup moins bien. Donc on est probablement peut-être encore beaucoup plus tôt dans l'histoire qu'on ne l'imagine. Il y a un moment où on parlait, vous savez, de l'IA des enablers et des... Bien sûr, avec les voilà. enablers, oui, bien sûr. Exactement, c'est en gros ceux qui allaient l'utiliser, ceux qui Ouais. le produisaient, Ouais. et on pensait déjà que ceux qui allaient l'utiliser, on allait voir de formidables progressions c'est trop de tôt, la en fait. productivité. Oui, Pour l'instant, c'est trop on tôt. peine encore à Winners voir et ça dans losers les... de l'IA, c'est pas forcément le thème 2026. Parce que le marché a déjà pris des positions radicales quand même. Absolument. Les boîtes de Absolument. logiciels, tout Oui. ça, c'est fini, etc. Pour l'instant, en tout cas, de notre côté, pour résumer les choses encore plus simplement, on dirait on continue de bien aimer justement ces grandes boîtes Je américaines. comprends. Et simplement, on serait juste très inquiet de n'avoir que ces grandes boîtes américaines dans nos portefeuilles aujourd'hui. Voilà, on prend acte qu'on est peut-être un peu plus en amont sur cette histoire qu'on ne le pensait, et qu'on a besoin néanmoins de se diversifier et d'ouvrir la porte à la suite. Ouais. Et Laurent moi, j'ai une poche qui est bénéficiaire de l'IA dans mon fonds Et IA là robotique, Vous mettez de quoi où dedans je m'évertue en fait à pas mettre des valeurs tech, puisqu'effectivement ça diversifie, ça c'est permet un petit peu de baisser la volatilité du portefeuille. Et vous savez que je vous ai parlé de Walmart pas mal de fois, et regardez le parcours, il y a eu une explosion de la productivité chez Walmart. JP Morgan, moi, m'a semblé très intéressante à jouer l'année dernière, étant donné que Jamie Dimon, c'est un des premiers à avoir saisi le thème. Alors, c'est pas énorme, mais il parle quand même de 2 milliards d'économies. Dès mi-2025, il en parlait déjà, de 2 milliards d'économies par an. Et après, moi, c'est vraiment une thématique que je joue cette année en stock picking. Alors, c'est vraiment faut creuser les boîtes. Sûr. Je pense C'est même pas une histoire sectorielle. Non. C'est vraiment là c'est une cas par cas. entreprise par rapport à l'autre Et, qui va être capable. moi, ce qui m'intéresse, c'est des boîtes qui vont changer de profil de marge bénéficiaire, qui vont avoir un re-rating très fort. Alors, il y a un play dont je suis assez content, qui s'est très bien passé en fin d'année dernière, c'est C.H. Robinson. Ça, c'est de la logistique. Et c'est vrai que dans la logistique, vous avez des puzzles très compliqués à dénouer partout. Vous avez des données qui arrivent dans tous les sens, dans des formats très différents, avec des prises de décision qui sont très compliquées, avec la météo, le trafic, etc. Et cette boîte-là a intégré de l'IA générative dans sa plateforme qui s'appelle Navisphere. Et les gains de productivité ont été exceptionnels. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 50% par employé le nombre d'expéditions. Et vous avez une IA aujourd'hui qui est capable de faire du pricing prédictif en fonction des données météo, du trafic. Voilà, il y a pas mal de boîtes, j'ai pas mal de petits exemples comme ça, où effectivement, au global, la productivité a du mal à être mesurée. C'est mais le paradoxe éternel. j'imagine mal que des exemples comme ça n'arrivent pas à se généraliser. Alors ça va être progressif, mais ça va arriver. Et puis, anecdote, plus anecdote, plus anecdote. Voilà. À un moment, ça finira peut-être par se voir dans des chiffres, espérons-le. des chiffres macro. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Florent Martini, gérant action internationale thématique chez USES Gestion. Christian Parizeau, économiste et président d'Altair Economics. Et Florian Yelpo, responsable macro chez Lombard Odier IM.